Juste vous rappeler quelques points de l'organisation qui vous seront utiles. Donc, le débat se déroulera en français, mais notre excellente interprète, Rita, will translate it to English. You'll have some headsets that you can use if you need. Il y aura des casques voilà, sur vos sièges si vous avez besoin. Il y aura l'occasion de continuer la conversation de façon beaucoup plus conviviale, autour d'un verre. Enfin, il y aura de quoi manger, de quoi boire après, donc j'espère que vous pouvez rester. Et cet événement bénéficie du soutien du Castle Endowment Fund de l'Université de Londres, auquel je suis infiniment reconnaissante. Donc, comment dresser le portrait d'un auteur qui se méfie des cadres identitaires assignés aux écrivains francophones? Un auteur sénégalais qui a remporté le prix Goncourt en 2021 pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes », publié chez Philippe Ray et Jimson, qui dénonce tout un siècle de réception raciste de la littérature africaine, régulièrement accusé de plagiat, lu de manière essentialiste, assigné à des catégories exorcisantes. La BNF a fait un parallèle avec le premier, et je cite, Goncourt noir du Martiniquais René Maran, couronné en 1921 avec Batouala, dans un exceptionnalisme qui fait écho à la reconnaissance institutionnelle d'écrivains tels que Aimé Césaire au Panthéon, Dany Laferrière à l'Académie française ou Alain Mbankou au Collège de France, qui tous confirment le redéploiement de la figure du grand écrivain noir au profit de la République. C'est avec une ironie décapotante, mordante, dans la plus secrète mémoire des hommes, que Mohamed assassine les critiques littéraires, ou son narrateur, qui enferme son protagoniste dans des catégories marquées noir, africain, francophone, postcolonial. Son narrateur raille et je cite, qu'un écrivain qui s'estime incompris, mal lu, humilié, commenté par un prisme autre que littéraire, réduit à une peau, une origine, une religion, une identité, se met à tuer les mauvais critiques. Et se pose cette question à nous, le lecteur. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Partons de l'écriture ou de l'identité, du style ou des écrans médiatiques qui dispensent d'en avoir un, de la création littéraire ou du sensationnalisme de la personnalité. Pour y répondre, peut-être qu'on devrait remonter à la mort de l'auteur de Roland Barthes et inscrire Mohamed dans son sillage. Et donc de mettre l'accent non seulement sur la valeur esthétique de tes textes, mais aussi sur les territoires d'imagination qui s'y entrechoquent et qui ouvrent, pour citer Barthes, le texte en tant qu'espace à dimensions multiples, où se marient et se contestent des écritures variées, issues des 1000 foyers de la culture. Les romans signés par Bogart traversent des géographies multiples et des cultures entremêlées, du pays fictif du Somal, où des milices islamiques djihadistes instaurent la charia dans Terre Sainte, publié chez Présence africaine en 2014, à la ville sicilienne fictive d'Altino, dans Silence du cœur, publié en 2017 chez Présence africaine, un refuge précaire pour 72 migrants ayant survécu au paysage hostile pour trouver une hostilité d'un autre ordre en Europe, de son Sénégal natal, théâtre d'un récit sur la violence homophobe dans De purs hommes, publié en 2018 chez Jimson, jusqu'à l'horizon transnational de la plus secrète mémoire des hommes en 2021, fresque magistrale qui parcourt la colonisation du Sénégal, l'effervescence culturelle du Paris des années 30, l'occupation allemande, un Buenos Aires vibrant dans les années 50, jusqu'au Paris et Dakar aujourd'hui. Ces textes ouvrent de nouveaux espaces de rencontre, portés par une écriture polyphonique, intertextuelle et profondément enchâssée. Les voix marginalisées,
le geste griotique, le rapport ethnologique, les faits divers, s'entrecroisent avec ce que Patrick Chamoiseau nomme les grands récits, qui sont devenus aliénants, les grands récits de la civilisation, de l'universel, du progrès, du développement, de la modernisation et des droits de l'homme. La disparition de l'auteur, on le sait bien depuis Barthes, c'est la libération du lecteur. Et Mohamed Mbougassar nous interpelle en tant que lecteur dans toute son œuvre. La littérature, il me semble, chez toi, tu vas me dire, ne se fait ni institution, ni instrument d'analytisme culturel, ni témoin d'une territorialité limitée de l'Afrique, mais lieu, territoire de relation. Chez toi, il me semble que c'est la textualité qui prime surtout. Et on peut voir ça dans la plus secrète mémoire des hommes, bien sûr, avec l'écrivaine Sigadé qui se définit comme citoyenne de la patrie des livres et du royaume de la bibliothèque, ou de Diegan Faye, hein, qui remarque la gémellité du récit écrit, qui oscille entre l'exploration de nouvelles puissances narratives et l'influence écrasante de la littérature européenne. Dans Terre Sainte, on voit la forme épistolaire, ou le journal, qui offre des espaces de ce que tu appelles l'intelligence libre contre l'obscurantisme. On peut voir le texte dans le Silence du cœur, à travers en fait le personnage du poète Giuseppe Fantini, qui fait de la poésie un espace où relater et relier prend tout son sens face au drame de l'exil, ou finalement dans De purs hommes, mon premier texte de chez toi, où c'est l'étude de Verlaine qui expose la violence des discours politiques. Cet éloge à la lecture nous invite à mieux réfléchir sur ce que c'est et ce que peut la littérature. C'est un champ avec sa dynamique et sa récompense, peut-être une machine à inclure ou exclure, mais c'est l'écriture elle-même, dont la polysémie, la multiplicité et les flux identitaires dans la narration peuvent relire, ou lire contre, ou lire à travers les fantasmes et les assignations culturelles qui ont longtemps éloigné les écrivains africains francophones des étagères d'une bibliothèque mondiale. Et peut-être sur ce point-là, on pourrait passer à une lecture d'un extrait de Terre Sainte signé chez Présence africaine, et on peut lancer le débat. Ça marche. Alors, bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas s'il est allumé. Merci beaucoup d'être là. Je suis extrêmement heureux, extrêmement honoré d'être en votre compagnie ce soir. Merci beaucoup, Joanne, pour cette invitation. Merci à l'ULIP pour cet accueil. Merci surtout aux lecteurs et lectrices que vous êtes, puisque je crois que c'est la compagnie qui est la plus importante pour moi, et où que j'aille, où que je m'exprime, ce sont des lecteurs que je cherche, puisque ce sont mes frères et mes sœurs. Merci évidemment pour l'interprétation. C'est un travail infiniment plus difficile que celui de l'écriture. Merci pour cette... ce n'est même pas une présentation, c'est quelque chose que j'appellerai et je reprends là des mots que Milan Kundera avait imposés pour la façon de parler de son œuvre. Lorsque vous ouvrez le volume de la Pléiade Kundera, qui est très particulier, enfin, je vais lire, je bavarde un peu au début pour me chauffer un peu là. Lorsque vous ouvrez un peu le volume des œuvres de Kundera dans la Pléiade, c'est le seul volume d'ailleurs où il n'y a pas de S à œuvre, c'est juste œuvre terminée, il n'y a pas de S. Et puis surtout, alors qu'il y a toujours eu traditionnellement une sorte de biographie de l'auteur, Kundera, fidèle à des choix qu'il a fait depuis très longtemps, a refusé qu'on fasse sa biographie, qu'il jugeait tout à fait anecdotique. Et à la place, il y a ce qu'il a appelé une biographie de l'œuvre. Et d'une certaine manière, je le mentionne parce que c'est ce que tu as fait, tu viens de faire. C'était très rapide, très succinct, mais aussi très précis.
Et d'une certaine manière, la biographie de l'œuvre est faite. Nous n'allons plus faire que décorer, maquiller, etc. Mais le visage apparaît. L'extrait que je vais lire dans Terre Sainte intervient dans le roman à un moment où une voix qui n'est pas celle du narrateur, en tout cas c'est une voix qui s'exprime dans le roman et qui est une voix assez analytique, assez discursive, puisqu'elle revient sur le sens d'un événement qui arrive dans le roman. Et cet événement est celui d'un autodafé, c'est celui d'une bibliothèque qui a été brûlée. Et cette voix, qui n'est celle d'aucun personnage identifié, s'interroge sur le sens de l'autodafé, s'interroge sur le sens aussi de l'écriture, de la lecture des livres dans un environnement qui devient totalitaire, qui est déjà totalitaire. Voilà. Il faudrait que je retrouve la page. 312, me dit-on. Oui. Il faut examiner plus en détail les possibles raisons idéologiques qui poussent les intégristes à détruire les documents de cette bibliothèque. Ces raisons semblent être de 3 ordres. La première est pratique. Les intégristes considèrent ces documents comme des instruments diaboliques puisqu'on leur prête une attention que la fraternité devrait davantage mériter. Idéologiquement, il faut bien comprendre que chez la plupart des intégristes, la destruction de la bibliothèque n'a pas grand-chose à voir avec son contenu, qu'ils ne connaissent généralement pas. L'essentiel est de faire place nette pour l'idéologie intégriste, de faire disparaître de l'espace public tout ce qui pourrait encourager les esprits à aller vers autre chose que le discours de la fraternité. Il s'agit de détruire la bibliothèque non comme une potentielle somme de savoir dangereux, dans le fond, pour l'islam, mais de la détruire comme distraction, comme diversion. Il s'agit de nier la bibliothèque comme forme, comme possible incarnation physique du divertissement par rapport à la profondeur supposée du discours de la fraternité. De ce point de vue, pour la plupart des intégristes, il n'y a aucune différence entre brûler la bibliothèque et saccager une salle informatique ou une boîte de nuit. Les intégristes détruisent la bibliothèque par jalousie, non parce qu'elle sait plus de choses qu'eux, mais parce que sa présence rend invisible la leur. D'où la deuxième raison, qui est d'ordre politique. Détruire ces documents mondialement connus, c'est attirer l'attention du monde sur la fraternité, ou rappeler la fraternité au bon souvenir du monde. C'est perpétrer un attentat dont les victimes ne sont pas des hommes, mais des symboles. Il s'agit avant tout du désir d'être pris au sérieux, d'être considéré comme un adversaire à part entière, de montrer que l'on sait se muer en stratège. Il s'agit banalement de communiquer. La troisième raison est philosophique et littéraire. Elle a trait au rapport conscient ou inconscient, assumé ou nié, clair ou caché, que l'idéologie religieuse et ou politique a avec l'écriture. C'est en tout cas la raison la plus intéressante. L'idéologie craint l'écriture des livres qu'elle pense dangereux. Elle la craint bien sûr parce qu'elle n'en contrôle pas le discours et le contenu, et que ceci pourrait nuire à ses intérêts en poussant des lecteurs à la révolte, par exemple, mais elle la craint aussi, indépendamment des conséquences que son contenu pourrait avoir, pour ceux qui s'y jouent en creux. C'est le geste même d'écrire que l'idéologie craint. Car le fait d'écrire librement porte en lui un irrépressible déploiement de l'intelligence. Écrire hors de l'idéologie, c'est avoir été le théâtre du mouvement ininterrompu et libre de l'intelligence qui s'ouvre dans le geste de l'écriture. Alors, précisément, que l'idéologie est la négation de ce mouvement de l'intelligence qui, à ses yeux, doit tourner en rond dans le cadre qu'elle a établi, ou n'être pas, c'est-à-dire être supprimée dans tous les sens du terme. Et lorsqu'elle brûle des livres qu'elle juge dangereux, l'idéologie redoute au moins autant leur portée que l'idée qu'ils aient pu être écrits hors d'elle, dans l'espace et dans le temps. Ce qui en clair est dangereux dans les livres que l'idéologie efface, et autant la potentielle conséquence néfaste qu'il pourrait avoir sur des lecteurs que les conditions qui ont présidé à leur écriture, celles d'un irrépressible mouvement de l'intelligence. Ce que l'idéologie craint et est, c'est que l'écriture des livres dangereux soit le fruit d'une aventure libre de l'intelligence. Ce qu'elle brûle et veut nier aussi, c'est l'histoire même de l'intelligence libre, dont l'écriture est à la fois le terme et le signe.
parlons un peu alors, en fait, oui, c'est vrai que là, on n'a qu'un seul qui marche. Alors, On n'a peut-être qu'un que seul qui marche. je vais l'allumer peut-être. Oui, peut-être que c'est ça. Bon, Non. on peut partager, on va pas parler en même temps. Après, elle est pas là. Bah, tu gardes ça. Bon, tiens, vraiment. Moi, je suis prof, donc je Ok. peux je suis un peu plus fort. Ça va. Tiens, tu prends ça. Parlons un peu de cette question autour de l'écriture et de l'oppression. Mais peut-être plus intéressant, la bibliothèque comme forme. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit? Alors, la bibliothèque comme forme n'est pas toujours une forme physique, bien évidemment. Puisque lorsqu'il y a, par exemple, un autodafé, il me semble que ce qui est brûlé, c'est bien sûr la bibliothèque physique, donc les livres qui constitueraient par addition une bibliothèque, mais c'est aussi, surtout, ce que la bibliothèque représente, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en est arrivé à cette bibliothèque. Et comment on en est arrivé, c'est par de l'écriture, c'est par de la controverse, c'est par des livres qui peu à peu ont mené à d'autres livres, parce que j'estime que la bibliothèque est une sorte de succession, qu'elle se génère elle-même. En latin, il y a cette expression de sui generis, qui veut dire simplement l'état d'un élément qui s'engendre lui-même. Et il me semble que la bibliothèque s'engendre toujours elle-même. Et lorsqu'on brûle un état présent de la bibliothèque, en réalité, on est en train d'essayer de brûler des états passés, tous les états successifs qui ont mené à cette bibliothèque-là. Et je crois que lorsqu'on est un lecteur ou un écrivain, ou juste quelqu'un qui est intéressé par les livres de façon générale, on a l'intuition que la bibliothèque est d'abord une forme vivante. Pas simplement des livres qui se sont additionnés par agglomération, mais une forme qui a progressé dans le temps, dans l'espace, qui a changé, qui bien sûr tient toujours peut tenir dans un espace physique, mais pas uniquement. Lorsqu'on songe qu'il y a des bibliothèques orales, lorsqu'on songe par exemple qu'il y a parfois des passages entre des bibliothèques orales et des bibliothèques écrites, on pense à la bibliothèque plus simplement comme addition, mais vraiment comme développement, comme succession, comme ce qui est en mouvement, comme ce qui bouge, comme finalement ce qui est, peut-être l'analogie la plus exacte serait à faire avec l'intelligence. La bibliothèque, c'est une forme d'intelligence dans le temps, dans l'espace, qui prend plusieurs modèles d'expression, mais qui est tout sauf une forme figée. C'est vraiment ça qui m'intéressait à ce moment-là. Dire que ce qui est brûlé à un moment n'est jamais ce qui est brûlé, ce qu'on voit brûler. C'est aussi tout un ensemble de formes, de développement, de moyens d'expression, de livres qui ont disparu, mais dont les fantômes sont toujours là. La bibliothèque est un organisme vivant, c'est une forme vivante, elle n'est pas toujours physique. Et je pense même qu'en sa forme suprême, elle n'est jamais physique. Voilà. C'est que lorsqu'on est dans une bibliothèque, je crois que ce n'est pas le fait d'être en présence de livres qui est le plus impressionnant. C'est le fait d'être en présence d'une énergie, d'un esprit, d'une sensibilité qui est très profonde dans le temps et qui est convoquée à ce moment-là. Voilà. Donc je crois que dans Terre Sainte, en tout cas, c'était l'idée. Puisque la fraternité, qui est l'organisation djihadiste qui est dans le roman, brûle cette bibliothèque, mais globalement, ce qu'elle brûle aussi, c'est ce qui a permis cette bibliothèque. Voilà. Et ce que je trouve, en fait... oui. Pardon. Ce que je trouve vraiment, en fait, ce qui me frappe dans cet extrait, c'est justement, en fait, l'accent qui est mis sur le mouvement. Il y a tout un jeu autour en fait de l'écriture en tant que mouvement. Il y a le théâtre du mouvement ininterrompu. Il y a le tourner en rond, le divertissement qui étymologiquement c'est un détournement. Il y a tout un jeu autour de l'écriture qui peut faire bouger en fait toutes ces fixités épistémologiques. Mais c'est marrant parce qu'en fait c'est aussi une écriture qui a lieu, qui gardait
dans une bibliothèque. Donc, pour moi, il y a quand même ce jeu entre en fait une stabilité en fait d'une part, et aussi en fait voilà le désir d'une écriture qui fait bouger. Oui, alors, depuis tout à l'heure, on parle de bibliothèque. Il faut évidemment, je ne pensais pas l'invoquer si tôt dans la discussion, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Il faut parler de Borges, bien sûr, parce que c'est l'homme bibliothèque par excellence, c'est celui qui a écrit sur la bibliothèque. Donc, Borges, le grand écrivain argentin, dans cette fameuse nouvelle qui s'appelle La bibliothèque de Babel, que vous avez certainement lue, il y a ces considérations très elliptiques, très énigmatiques, mais où on sent une intelligence tout de même redoutable. Il pénètre, enfin, le narrateur analyse la bibliothèque, la décrit, en montre les caractéristiques, mais aussi l'histoire, mais aussi les contradictions et les impasses. À la fin, il arrive sur une conclusion, qui n'est d'ailleurs pas une conclusion, donc il n'y a pas de... Je ne dévoile rien qui soit absolument phénoménal, parce que dans ce texte-là, il n'y a pas de principe de dévoilement très fort. Il y a cette phrase qui m'a toujours intrigué. Il dit « La bibliothèque est illimitée et périodique ». C'est comme ça que la nouvelle s'achève. La bibliothèque est illimitée et périodique. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie globalement qu'elle est à la fois immobile, je crois, mais qu'elle revient tout le temps. Ce qu'il veut dire en réalité, c'est que, parce qu'il continue en disant que s'il y avait un voyageur temporel qui traversait la bibliothèque, il se rendrait compte que finalement les mêmes formes se répètent, mais juste dans des langages différents. Et je crois que dans une bibliothèque, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que on a l'impression que tout ce qui a été dit, non pas du savoir humain qui évolue, mais de l'expérience humaine, c'est la même chose. Ce sont les mêmes expériences qui reviennent, ce sont les mêmes grands sentiments qui constituent le cœur, le drame de notre vie intérieure, mais que ça s'exprime toujours dans des formes différentes, dans des langages différents. C'est ça aussi le processus de ce qu'on appelle la modernité. Ce n'est qu'une façon de réactualiser toujours dans des expérimentations, des formes différentes, à l'intérieur d'une bibliothèque extrêmement ancienne, mais de réactualiser des choses qui appartiennent à la condition humaine et qui sont très très anciennes. C'est pour ça que, pour moi, dans une bibliothèque, il y a en effet ces deux aspects-là de quelque chose qui est unique, toujours, enfin unique, en tout cas assez immobile, puisque c'est toujours la même condition humaine qui est réfléchie, diffractée, décomposée, examinée, critiquée, mise en scène, mais dans le même temps, les formes que ça prend, qu'elles soient livresques, orales, ou même en parlant de genre, qu'elles passent par la poésie, le théâtre, etc., font que la bibliothèque est à la fois le mouvement et ce qui est figé. Et je crois que globalement, être un être humain, faire l'expérience de l'humanité, ce n'est que cela. C'est vivre les mêmes vieilles expériences que nos anciens, nos ancêtres ont pu vivre, mais les vivre avec son temps et les exprimer avec son langage. Et c'est pour cela que, je crois, les écrivains sont aussi soumis à cette exigence-là de toujours tenter de renouveler quelque chose dans la forme, puisque c'est la bibliothèque elle-même qui l'impose. Si vous ne tentez pas ça, vous ne faites que répéter le même livre. Et là, elle n'est plus du tout périodique, la bibliothèque. C'est qu'elle reste juste tout à fait figée. Donc je crois que c'est dans la tension entre ce qui est figé, immobile, ou qui revient comme ça, et la façon dont on le recrée, entre la répétition et la reprise. Il y a une petite distinction à faire là. C'est là que je pense que je trouve l'intérêt d'écrire, l'intérêt de lire aussi, et l'intérêt tout simplement d'être dans un espace qu'on appelle bibliothèque. Et justement, en fait, on va revenir à cette question des récits et du grand récit, un peu plus tard. Mais bon, pour commencer peut-être avec cette idée de comment trouver son propre langage,
et comment s'exprimer en fait, ou comment partager en fait dans ces mêmes expériences. Je voulais peut-être commencer avec le fait que Terre Sainte, c'est publié chez Présence africaine, et qui a en fait cet héritage intellectuel chez Présence africaine, en fait, contre la domination, contre les récits coloniaux. Donc voilà, la revue culturelle établie par Alioune Diop en 1947 a pour objectif en fait de publier le langage africain, les textes africains ou les œuvres d'art de la pensée noire, dans un moment qui est particulièrement chargé en fait dans les métropoles européennes qui sont racialement stratifiées à l'époque. Et voilà, la revue bénéficie du soutien de la plupart en fait, des intellectuels, des écrivains, des artistes de l'époque, Aimé Césaire, Senghor, Sartre, André Gide, et Albert Camus. Et en fait, je voulais en fait creuser un peu plus cet héritage intellectuel, ou plutôt en fait cette littérature engagée et l'importance de cet héritage intellectuel pour tes textes en général et peut-être pour Terre Sainte, je ne sais pas. J'ai publié mes 2 premiers romans chez Présence africaine parce que toute une partie essentielle de ma formation intellectuelle, littéraire, sensible, poétique, a été faite par des textes qui ont été publiés dans cette maison-là. Quand on est un jeune Africain, qu'on arrive à Paris et qu'on va au 25 bis rue des Écoles et qu'on sait que dans cet endroit sont passés les César, les Senghor, les Cheikh Anta Diop, les Sembène, les Birago, Diop, il y a tout de même quelque chose de glissant. Il y a tout de même une histoire. Il y a une bibliothèque, pour le coup, qui est là, qui est extrêmement imposante et à laquelle on doit plus simplement qu'une formation intellectuelle. C'est qu'on doit une partie de notre liberté en tant qu'écrivain africain aux gens qui sont passés là, donc à cette maison, aux gens qui l'ont fondée et qui continuent à la faire vivre aujourd'hui. La revue Présence africaine est créée en 1947, avec en effet un parrainage assez prestigieux. Donc il faut vous rendre compte que on sort de la guerre. On est donc dans un monde, par définition, tout à fait bouleversé, où un certain nombre de cartes ont été rebattues. Comment, à ce moment-là, faire entendre des voix qui jusqu'alors étaient inaudibles ou minorées, alors même que les gens qui portent cette voix ont participé à la libération du continent européen. C'est ça aussi qui est en jeu. Ce n'est pas simplement on va faire entendre notre voix, ce qui est déjà énorme, mais on va les faire entendre parce que nous avons contribué à vous libérer. Nous sommes dans des espaces qui ont été dominés. Nous avons aussi voix au chapitre parce que nous avons contribué à créer cet espace de liberté-là et le monde qui s'annonce ne pourra pas se faire sans nous. C'est ça aussi l'enjeu. C'est un enjeu littéraire, politique, esthétique, mais de façon plus existentielle, c'est aussi réclamer sa part de liberté et de vérité dans le monde nouveau qui s'annonce. Et c'est pour ça que c'est un geste qui est extraordinairement puissant et dont on voit dès l'origine qu'il va durer, parce que c'est vraiment faire entendre des voix nouvelles. Au congrès des écrivains et artistes noirs de 1956, donc à peu près 10 ans après la fondation de la revue, qui ensuite, entre-temps, est devenue une maison d'édition, il faut écouter ce que Aimé Césaire dit. À la fin de son discours, qui est tonitruant, qui recueille des applaudissements énormes, il dit « Laissez-nous entrer enfin sur la scène de l'histoire ». Ce qui est une phrase d'ailleurs qui a été détournée des décennies plus tard par ce président français qui va à Dakar en 2007 et qui dit « L'homme africain n'est pas encore assez entré dans l'histoire ». Et lorsqu'on lui reproche cette phrase qui est absolument catastrophique et désastreuse et pleine de racisme et de préjugés, il dit, bon, ce n'est pas moi, c'est mon prête-plume qui l'a écrit. Et le fameux prête-plume, lorsqu'on lui demande, le sinistre Henri Guénaud, dit,
En fait, c'est une formule qu'on a tort de me reprocher puisque je l'ai puisée chez Aimé Césaire. Laissez-nous entrer enfin sur la scène de l'histoire est devenu l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Et ça se justifie comme cela, ce qui est un contresens absolu. Césaire dit laissez-nous entrer enfin sur la scène de l'histoire. Ça ne veut pas dire que l'homme africain, entre guillemets, là on admet les grandes généralisations parce que c'est le langage de l'époque. Ça ne veut pas dire que l'homme africain n'est pas sur l'histoire. Ça veut dire il est dans l'histoire, mais on ne le reconnaît pas comme étant un acteur de l'histoire. Et la revue et Présence africaine a ce rôle-là. Dire on va faire entendre différentes voix qui viennent du continent africain, mais qui viennent aussi des Caraïbes, qui viennent de Martinique, qui viennent de Guadeloupe, qui viennent de la Guyane. Je rappelle que Léon Gontran Damas fait partie du trio vraiment emblématique de la négritude avec Césaire et Senghor. Donc tout cela est en jeu à ce moment-là. Bien sûr, on a pu reprocher aux fondateurs d'avoir eu une vision trop globalisante de ce qu'étaient les mondes noirs, de n'avoir pas assez vu qu'entre un noir africain et un noir américain, il y a un fossé, que l'expérience historique n'est pas la même. Mais ils ont tenté à un moment où il n'y avait aucune aventure qui tente l'unité, de fonder ça, de fonder quelque chose d'uni et d'unique à partir de voix extrêmement différentes, mais qui étaient liées à des moments très différents par l'expérience d'avoir été dominé, d'avoir été privé de voix. Et ça, c'est un geste très puissant qui a continué à essaimer. Et c'est pour ça que, aujourd'hui encore, tous les jeunes écrivains qui arrivent et qui publient leurs textes chez Présence africaine ont en tête ça. Parce qu'ils savent que ce n'est pas simplement le prestige de la maison, mais ils savent que une des raisons pour lesquelles ils peuvent écrire de façon très libre aujourd'hui et être publiés vient du fait que la maison a été créée dans un contexte difficile, a tenu à mener des combats extrêmement difficiles dans le temps. Donc voilà, un tout petit peu, pour moi, la fonction la plus forte de Présence africaine. Voilà, et ce n'est pas juste symbolique, parce que ça continue aujourd'hui encore, et je suis très, très, très heureux, très fier d'avoir deux de mes livres dans cette maison-là. Voilà. Oui, non, merci. Je vais juste... j'avais deux questions en fait, concernant la littérature engagée, donc je vais juste finir cette question avant de passer à l'autre. Donc, est-ce que je vois... je comprends en fait l'importance vraiment... réelle, pas forcément juste symbolique en fait de Présence africaine, mais la littérature engagée. Parce que je suis bien consciente que là, il y a un changement quand même en fait dans la revue entre 47 et 55. Et ben, là, en fait, ça commence à caractère qui Alioune Diop dit qui exempte de la politique. Et après, en 55, c'est bien que là, en fait, on tourne vraiment vers l'anticolonialisme. Et je me demande si jamais en fait il y a ces échos en fait de cette littérature engagée, parce que je vois à quel point ce désir originel de collaboration qu'il a eu en fait Diop avec Sartre, avec tout un panthéon littéraire, je vois ça vraiment en fait chez toi. Et je me demande si quand même cette littérature engagée, si cet engagement, ce désir en fait de la politique, si ça s'inscrit ou si on passe à autre chose. Et après je vais poser une question concernant la jeunesse. Oui, la question de l'engagement, pour moi, ne doit pas être un sujet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas objectiver l'engagement. Je pense qu'on écrit des textes qui portent une valeur politique, qui tentent de dire quelque chose d'un état du monde, parce qu'on est dans ce monde-là et qu'on sent les effets des dominations, d'un pouvoir, d'une oppression dans ce monde-là et qu'on n'en est pas exempt. À l'époque de la fondation de Présence africaine, globalement, pour les écrivains africains, il y a une grande question qui est là, qui est celle du système colonial. Donc l'ennemi, l'oppression est très facilement identifiable globalement, et c'est contre elle
qu'il faut lutter. Et c'est contre elle, au départ, que la plupart des écrivains qui ont été à l'origine de cette maison, donc je pense notamment là à Mongo Betty, parce que c'est le Camerounais, parce que c'est peut-être la plume la plus féroce, la plus mordante, la plus engagée sur la question coloniale. Il n'est pas le seul. Mais disons que lui, toute son œuvre est vraiment structurée autour de cette question-là, parce que c'est présent, on ne peut pas sortir de là. Pour une génération qui serait la mienne, pour mes livres par exemple, la question coloniale n'est plus aussi directe. Elle est toujours là d'une certaine manière parce que le système colonial se réinvente sans cesse. Parce qu'il a des manières de devenir néocolonial, parce qu'il a des manières de passer par des canaux de domination qui sont moins directs, moins directement, lourds et oppressants. Mais c'est des ruses, c'est très subtil, mais il est toujours là. Mais cependant, lorsque je suis arrivé dans cette maison, je ne me suis pas dit « je vais lutter contre le système colonial ». Mais l'idée de dire « je vais lutter contre quelque chose », je vais tenter d'écrire un livre qui se coltine un état du monde qui me gêne, cette idée-là était toujours là. Et globalement, je pense que quand on est un écrivain, quelle que soit d'ailleurs notre origine, notre histoire, il ne faut jamais, je pense, perdre de vue que c'est un état du monde qui vous gêne, qui doit aussi participer de l'étincelle de l'écriture. C'est l'intranquillité, c'est le fait de ne pas traverser le monde comme s'il allait de soi, comme si on était indifférent, comme s'il n'y avait pas des oppressions, comme s'il n'y avait pas... Sans se prendre pour un justicier, bien sûr, sans se prendre pour celui qui va rétablir la vérité, parce que vous ne le pouvez pas. Mais vous avez votre part à prendre dans un état du monde. Pour moi, un mauvais livre, parmi plusieurs critères possibles, c'est un livre qui laisse le monde tout à fait inchangé, en tout cas qui est traversé par un état du monde qui ne bouleverse rien de part en part. Et je crois que arriver aussi dans une tradition littéraire portée par une maison d'édition où la lutte a été un moteur, à ce sens-là. Quand j'ai écrit ce roman, bien sûr, c'était un roman en tout cas, qui tentait de réfléchir à la question de l'islam radical, tel qu'il s'exprimait dans un pays qui était le Mali, qui était très proche du Sénégal, mais qui globalement annonçait toute une vague d'attentats, de questions, d'interrogations, de réflexions, de politique aussi, sur la question de l'islam radical. Donc j'ai écrit à la fois pour réfléchir à cette question, mais pour aussi me dire que j'étais gêné par la manière dont cette idéologie s'exprimait dans un pays voisin du mien. J'étais gêné par la manière dont cette idéologie détruisait aussi ce pays, et donc menaçait de détruire le mien et le monde par extension. Donc voilà, je ne dis pas que c'était la cause ultime, mais à ce moment-là, moi, c'était ce qui m'intéressait. C'était ce qui m'intéressait de prendre en charge par l'écriture, et encore une fois, sans jamais se prendre pour le justicier ou le détenteur d'une vérité. Voilà. Je pense que c'est pour ça, en fait, que ça marche tellement bien, en fait, cet accent sur l'écriture comme auteur, comme organe, enfin, comme quelque chose de très organique contre voilà, justement, en fait, la fixité dont on a déjà parlé. Mais en fait, peut-être qu'on pourrait penser à la lutte aussi, en fait, dans le sens vital. Il y a en fait une vitalité dans l'objectif en fait, de la revue de présence africaine. En fait, Diop, il dit que la revue va devenir un organe pour l'aliment intellectuel de la jeunesse. C'est justement en fait parce que là, voilà, on voit une jeunesse, pas forcément qui n'ont pas,
qui cherchent une façon de s'exprimer, mais qui cherchent en fait la vitalité, aussi en fait l'aliment intellectuel. Et j'ai bien repéré en fait, voilà, dans tous les textes, en fait, il y a de la jeunesse, en fait, c'est partout, il y a cette vitalité quelque part. Et en fait, il y a surtout les jeunes écrivains, voilà, qui sont répandus, Diane Faye, que tu appelles voilà, qui est la chaire d'Africain Prométhère ou Simbois. On a aussi en fait dans De Purs Hommes le jeune écrivain à la mode que le narrateur n'aime pas. Mais je pense surtout à Silence du cœur et à l'importance en fait de la jeunesse ici qui cherche cet aliment, qui cherche cette vitalité. Donc il y a Jogoy, le traducteur, qui explique que qu'est-ce que c'est être accueilli voilà, pour les 72 migrants voilà, qui sont arrivés dans cette ville sicilienne fictive. Et il répond que c'est de se voir offrir autre chose que l'hospitalité. C'est égoïste. Manger et avoir un toit sont deux choses importantes, vitales, mais pas essentielles. Ça ne suffit pas. Tous les hommes ont besoin de raisons de vivre plus profondes. Et j'ai bien repéré en fait ce lien entre l'esprit vital de la revue, du journal, afin de donner la parole, mais aussi en fait de donner un nouvel horizon en fait à la jeunesse. Et je voulais juste parler un tout petit peu de ça. Bien, je crois que quand on est un jeune écrivain et qu'on publie qu'on cherche à publier dans la France des années 50, on a besoin d'un repère. Ce repère, c'est la présence africaine, mais on a surtout besoin d'un espace de conversation. C'est-à-dire d'un espace où les problèmes qui sont les nôtres, qui sont ceux de notre communauté, de nos amis, de nos proches, mais de nos pays d'origine aussi, peuvent être discutés, débattus, parfois vivement, mais dans en effet une sorte de vitalité. Il y a eu à l'époque, dans la revue Présence africaine, des polémiques absolument célèbres, mais qui ont vraiment marqué aussi des moments cruciaux dans le développement de ce qu'on appelle la littérature africaine. Mongo Betty et Kamara Lai, par exemple, se sont écharpés. Non, c'est plutôt Mongo Betty qui a attaqué le livre de Kamara Lai, L'Enfant Noir, en lui reprochant de n'être pas assez engagé, de n'être pas assez politique, puisque Kamara Lai parlait de son enfance, alors même qu'il fallait se battre contre la question coloniale. Mais d'autres écrivains, Senghor par exemple, ont pris la défense de Kamara Lai en disant en réalité que c'est en parlant de son enfance, du monde duquel on vient, qu'on fait acte politique. C'est une grande polémique, ça a été assez spectaculaire, marquant, mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit que dans cette revue, il y a une forme de vitalité, que les jeunes arrivent avec une certaine vision de ce que doit être la littérature de leur continent, de ce qu'ils doivent écrire. Et je pense que globalement, quand on est un jeune écrivain, c'est la grande question. Que dois-je écrire? Et cette question-là, on ne peut y répondre qu'en se confrontant aux autres écrivains, ceux de sa génération, mais aussi ceux qui vous ont devancé. Et il faut des espaces pour ça. Et cet espace-là, c'est celui de Présence africaine, c'est celui de la revue, mais c'est celui aussi de la maison d'édition et des œuvres qui, dans le temps, dialoguent entre elles, tout simplement, et permettent des dialogues entre les espaces aussi. Le fait que dans cette maison, il y ait eu Chinua Achebe qui a été publié, donc de l'espace plutôt africain anglophone. Le fait qu'il y ait eu Aikwe Arma, le Ghanéen, qui a été publié, en même temps qu'il y avait Semben qui a été publié, Mongo Betty qui a été publié, crée tout de suite des conversations entre des livres et entre des écrivains qui sont encore relativement jeunes à cette époque-là, donc qui tentent de créer quelque chose. Et je pense que c'est toujours important pour la jeunesse d'avoir ces espaces-là de conversation, d'avoir des espaces où ils peuvent exposer leurs problèmes, leur point de vue, leurs divergences, évidemment. Et ça a été mon cas aussi. Quand je suis arrivé chez Présence africaine, il y a eu, en même temps que moi, ou peu après moi, plusieurs jeunes écrivains qui ont publié
Et lorsqu'on en discute, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ça avait été un moment important pour nous, parce que ça avait permis une conversation qu'on n'avait pas nécessairement de façon directe. Dans la plus secrète mémoire des hommes, tous ces textes, toute la première partie, toute l'expérience de ces jeunes écrivains africains qui sont dans ce que j'appelle le ghetto, qui discutent finalement, me renvoient à cette période-là. Des grandes conversations nocturnes, des lectures communes, de ce contre quoi ou avec quoi on se positionne. Et je pense que c'est important d'avoir vraiment ces repères-là. Et Présence africaine continue aujourd'hui encore à publier de jeunes écrivains. Chaque année, tous les 2 ans, il y a 2, 3 nouvelles voix qui arrivent. Donc ce n'est pas du tout une maison ou un espace où on ne publie que des classiques. Ce n'est pas un mouroir, ce n'est pas un musée, ce n'est pas, un bocal de formol. C'est une maison qui est vivante, où il y a encore des jeunes qui arrivent et qui ont quelque chose à dire. Et moi, je tiens beaucoup à ça, voilà, comme écrivain. Oui, c'est une bibliothèque. Présence africaine est aussi une bibliothèque assez formidable. Et je pense qu'on ne voit pas, on ne mesure pas combien le fond de cette maison est riche. Je pense que la maison elle-même ne mesure pas combien son fond est riche. Je sais que Marie Cattier, qui est de la maison, doit être quelque part là. Je la taquine toujours. Non, il est parti fumer, j'imagine. Écoute, tu ne mesures pas toi-même combien le fond de la maison est riche. Voilà, mais voilà, ce qui frappe en effet, tu as raison d'insister sur la question de la vitalité. Parce que je crois que quand on est un écrivain, on a aussi besoin de ça, d'une forme de vitalité à l'intérieur d'une bibliothèque qui est déjà constituée. La bibliothèque prend les allures de compagnonnage, de la conversation et parfois de la divergence, voire de la polémique, tant qu'elle est féconde. Merci. Donc, parlons un petit peu, si on peut rebondir un tout petit peu à la question d'une conversation, mais pas que entre des jeunes écrivains qui essaient de se positionner en fait, dans un même lieu. Je suis bien je suis consciente que là aussi, en fait, la revue Présence africaine essaie de s'intéresser à un espèce de métissage culturel. Et je vois chez toi qu'il y a en fait des ascendances multiples en fait à travers à travers tous les romans, à la fois de l'Afrique et de l'Europe, mais aussi en fait des axes sud-sud ou transcoloniaux. On peut voir ça chez la poète haïtienne. Donc, il me semble, c'est à toi de me corriger, que dans tes romans, il n'y a pas besoin de rompre avec le passé, pas besoin il y a à la fois en fait ce besoin de rendre hommage en fait au passé, mais aussi en fait de briser le miroir d'une littérature autoréflexive. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'aimerais bien savoir un tout petit peu plus de ce métissage culturel ou ce brisement en fait d'une littérature autoréflexive. Eh bien, je crois que l'une des caractéristiques ambiguës de la colonisation, c'est qu'elle vous place immédiatement dans une situation de métissage ou d'hybridation, au moins. Parce que vous naissez dans un contexte avec une certaine culture, avec un certain nombre de langues, avec une identité qui a été longue, mais dans laquelle s'est emmêlé tout ce que la colonisation a apporté, c'est-à-dire une autre langue, une autre culture, d'autres horizons, d'autres façons de considérer l'écriture, de considérer la bibliothèque. Et pour moi, c'est arrivé très tôt. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre à parler français, avant d'étudier, d'apprendre le français, je parlais plusieurs autres langues du Sénégal. Et dans ces langues-là, j'avais un apport culturel qui passait par les contes, qui passait par les chants, qui passait par une diversité de récits.
Ensuite arrive le français, j'apprends à lire et je découvre tout un autre pan de la bibliothèque que je ne connaissais pas encore. C'est-à-dire que très tôt, très très tôt, je suis dans une situation de métissage au moins culturel. Au moins. Ensuite, en grandissant, il y a d'autres éléments qui se rapprochent parce que je découvre la bibliothèque africaine écrite en français, par exemple, qui côtoie une bibliothèque européenne, française, et je les découvre au même moment. Je veux dire par là que c'est au moment où j'apprends, où je lis, où je découvre Senghor, les poèmes de Senghor ou de Césaire, où je lis, je sais pas, Maria Maba, où je lis Mongo Betty, où je lis Kamara Lai ou Samben. C'est au même moment que je découvre Balzac ou Victor Hugo ou d'autres. Et donc, là aussi, le métissage se fait. Il est culturel. Et je commence à me dire que il n'y a pas, pour moi en tout cas, d'opposition à faire là, parce que c'est une extraordinaire richesse. Pour moi, parce que ça me donne, et je l'ai exprimé un peu plus tard, découvert, conscientisé un peu plus tard, j'ai découvert qu'en réalité, lorsqu'on notait un homme qui venait du Sud, ou d'un espace qui avait été colonisé, c'est généralement des espaces dans les où on trouve des pays dits du Sud, on a un avantage qui est non négligeable. Parce que on connaît, ou on a normalement connu, sa propre culture. La culture d'origine, mais on connaît aussi très très bien la culture des espaces dans lesquels on arrive, qui ont été des espaces qui ont colonisé. Non seulement on connaît leur langue, on connaît leur culture, on connaît leurs coutumes, on connaît leur bibliothèque, parce que précisément c'était cela, le travail de la colonisation. C'était d'importer tout ça dans les cultures qu'elle cherchait à dominer. Et donc cet instrument de domination, d'oppression, peut finir par être un avantage pour celui dont la culture a été opprimée à un moment, s'il arrive à l'utiliser dans sa réflexion pour réfléchir à l'oppression. C'est ce que Césaire appelle, entre autres, les armes miraculeuses. Il a un recueil de poésie qui s'appelle les armes miraculeuses. Et quelles sont les armes miraculeuses? Ce sont les armes de la langue française qu'on apprend, mais qu'on renverse, qu'on explose, dans laquelle on fait entrer autre chose, un autre armement, un autre arsenal, qui est celui de notre culture profonde. Lorsqu'on est un écrivain du Sud, comme je le suis, parce que je me définis comme tel, d'abord, et qu'on arrive à un carrefour, qui est un carrefour d'identité et de culture, on n'est pas perdu. Tout simplement parce que, et c'est paradoxal, la colonisation a fait en sorte que ceux qu'elle a dominés ne puissent jamais être perdus, puisqu'elle a laissé en eux une part de ce que le reste du monde, du Nord, utilise comme code, comme bibliothèque, etc., etc. Ce qui fait que je suis aussi à l'aise dans mon village à Faïl en parlant sérère, en parlant des pratiques ou de la culture de ce village, que je ne sais pas dans quel autre salon ou université ou etc., dans une autre forme de bibliothèque. Pas parce que j'oppose les deux bibliothèques, mais parce que je possède les deux bibliothèques. Et que le carrefour est là. Mais c'est une opération de renversement et de conscience que c'est une richesse, vraiment, au départ. Et c'est vraiment un travail que j'ai tenté de faire et qui transparaît je pense, dans chacun de mes romans. C'est vraiment la question du métissage culturel ou de l'hybridation ou du carrefour. C'est un avantage extraordinaire d'être un carrefour parce que ce n'est pas un lieu de perte, mais c'est un lieu de choix. Tous les chemins vous sont ouverts dans un carrefour et c'est pour ça qu'un carrefour est un beau lieu. C'est un lieu où vous pouvez aller dans toutes les directions,
Mais il faut encore vous dire que c'est aller dans toutes les directions qui est beau. Pouvoir aller dans toutes les directions. C'est la possibilité de pouvoir aller dans toutes les directions qui est belle. Plutôt que de considérer que quand on est à un carrefour, on est tiraillé. Ce n'est pas pour moi un tiraillement, c'est plutôt l'expression suprême de la liberté, une forme de liberté, voilà, culturelle, linguistique et artistique aussi. C'est très beau en fait cette métaphore. Hein. Enfin, parce que là, le carrefour, c'est pas un seuil. Enfin, c'est pas quelque chose à traverser. C'est vraiment c'est une espèce. Enfin, encore une fois, c'est un territoire. En fait, ça se voit tellement. En fait, chez toi, ces métaphores spatiales un peu partout. Enfin, c'est géométrique presque. Et j'allais dire justement, en fait, parce que c'est vrai que c'est pour ça que je trouve, voilà, en fait, tes romans très, très convaincants, parce que moi, j'allais le formuler comme une affinité élective. Enfin, voilà, la formulation de Goethe, repris par Abdelkabir Khatibi. Ces affinités électives, c'est un choix. C'est des rapports qui ne sont pas du tout en fait des rapports de domination ou d'appropriation même. En fait, c'est des conversations. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait ce qui se mêle en fait dans tes romans, le passé, en fait l'héritage intellectuel, la lutte, enfin les conversations entre les jeunesses, l'importance d'un aliment intellectuel vital, mais les carrefours avec les affinités électives qui ne sont pas du tout en fait la propreté de quelconque, enfin voilà, en fait d'une nation. C'est ça. Oui, je réfléchissais pendant que tu parlais. J'étais revenu au début de notre conversation à la question de la bibliothèque comme espace physique. Moi, ou comme forme, disons. La bibliothèque, évidemment, est toujours un espace de conversation. De conversation entre les auteurs, entre les livres contemporains, mais aussi entre des livres de différentes époques. Et moi, je suis très, parfois très, très littéral, hein, très, très, très concret dans mon rapport aux bibliothèques. Je tiens dans ma bibliothèque, qui est, quel que soit le classement que j'entreprends, parce que c'est une question existentielle, comment classer sa bibliothèque, en ce moment, c'est par ordre alphabétique. Bon. Très banal. Mais, lorsque vous classez votre bibliothèque par ordre alphabétique, il y a un phénomène intéressant qui se produit. Vous allez à n'importe quelle lettre et vous regardez. Et vous vous demandez quelle conversation il y a entre les différents écrivains de ce rayon-là ou de cette lettre-là. Et j'ai toujours veillé à ce que, à n'importe quelle lettre, et c'est un choix, bien sûr, qu'il faut opérer, il y ait des écrivains de partout, d'absolument partout, hommes, femmes, de pays, de nationalités, d'époques extrêmement différentes. Et ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir entre eux ce que le hasard du nom, le hasard de la biographie crée à un moment sur une planche de bibliothèque. Et ce qui fait par exemple que c'est un objet de rêverie inépuisable que d'imaginer ce que par exemple la pure et très, 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 très délicate Mariama Ba, à la lettre B, pourrait avoir comme conversation un peu plus loin dans le rayon avec le vieux dégueulasse Charles Bukowski à la lettre B. C'est passionnant, n'est-ce pas, de se demander ce que entre Burroughs et Bukowski, ça semble plus proche déjà, mais entre Mariama Ba et Bukowski ou Burroughs, on est très loin. Et pourtant, je pense que c'est ça aussi qui fait l'intérêt d'un espace de bibliothèque. Donc, je crois qu'au-delà de nos goûts personnels, il y a aussi peut-être une représentation ou une convocation du monde qui doit être visible et active dans notre bibliothèque. Pas simplement parce qu'on place ici et là des noms, mais parce qu'entre ces noms-là, on présume qu'il y a quelque chose qui est possible.
Là, c'est par ordre alphabétique, mais ça pourrait être de toute autre forme de classement. Ce qui m'intéresse, c'est toujours des rapprochements lointains. Des rapprochements lointains. Ce qui fait que, par exemple, un auteur sud-américain a quelque chose à dire à un auteur africain. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être convoquées, qui sont politiques, qui sont historiques. Sur les relations sud-sud, c'est absolument passionnant aussi de voir comment des écrivains d'espaces du Sud, mais d'espaces différents du Sud, ont pu avoir des conversations ou pourraient avoir des conversations. Et c'est aussi ça qui m'intéresse dans le fait d'être dans un carrefour. C'est aussi de faire de sa propre bibliothèque un carrefour qui est aussi en mouvement, qui est une sorte de vitalité, comme tu disais, et qui inclut une conversation avec oui, des gens du passé qu'on conteste ou qu'on reconnaît, mais voilà, qui permet toujours de faire avancer. Mais il faut quand même problématiser un peu, parce que là, voilà, on parle de ceux qui y sont. Et on ne parle pas de, voilà, en fait, de toute la politique autour. J'allais, en fait, venir à cette question, et je t'ai déjà dit, en fait, du récit. Parce que je pense que c'est là où, voilà, en fait, toutes ces questions-là se forment et se jouent. Donc, en fait, on a parlé, en fait, de ce nouveau livre, ce manifeste de Patrick Chamoiseau, qui parle, qui s'appelle Qu'est-ce que la littérature quand elle ne peut? Et qu'est-ce que... Oui, c'est pas mal comme titre. Voilà. Et en fait, dans ce texte, il y a Patrick Chamoiseau qui parle de la trajectoire de ce qu'il appelle les simples récits. Et en fait, il les nomme les contes, les légendes, les sagas, les épopées. Et en fait, les simples récits, il explique que là, en fait, il y a tellement d'émerveilles narratives dans ces simples récits. Et en fait, ces simples récits qui essayent de comprendre le réel de ce qu'il appelle un vouloir comprendre. Et il explique que là, en fait, les simples récits, voyagent vers ce qu'il appelle une puissance ultime, celle du grand récit, lequel conforter, reconforter, simplifier le trouble déroutant du réel, en fait, et c'est ce grand récit qui faisait système. Moi, j'avais passé pas mal de temps, en fait, à réfléchir, en fait, à la question du système, parce que voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est en jeu, en fait, dans cette question de la bibliothèque, hein, le système des grands récits. Mais pour m'appuyer, en fait, sur ton œuvre, sur tes romans, il me semble que là, en fait, il y a quelque chose qui est assez similaire dans Silence du cœur. Il y a toute une réflexion autour du récit dans toutes les œuvres, mais j'étais frappée que les récits des 72 migrants, la ragazzi, en Silence du cœur, avec toutes les hésitations, les silences, les intonations, tous ces récits-là s'opposent au trop-plein d'écrits qui ne disent que la même chose, que ce grand récit qui fait partie de ce système dont il parle Chamoiseau, qui fait que le grand poète Giuseppe Fantini est retranché dans le silence. Donc, ces simples récits, comment peut-on problématiser en fait ce système littéraire qui fait que, voilà, en fait, on peut faire des comparaisons dans une bibliothèque, mais qu'avec ce qui s'y trouve. Je crois que dans une bibliothèque, l'aventure la plus excitante, lorsqu'on prend n'importe quel auteur, c'est de voir d'où il vient. Quand vous prenez Mariama Ba, par exemple, demandez-vous d'où elle vient. Vous découvrez qu'elle vient du Sénégal, vous vous intéressez à ce pays, donc vous vous intéressez à ses contemporains. Les bibliothèques ne sont que des portes d'entrée. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier, et tu as raison de parler de la problématisation, que ce sont des sélections, toujours. Arbitraires, peut-être, mais qui cherchent toujours à constituer ce qu'on appelle un canon.
Or, le canon littéraire a ce caractère paradoxal qu'il est à la fois ce qui s'institue, devient institutionnalisé, mais qu'il est aussi ce qui appelle toujours sa destruction, mais son trouble. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un canon littéraire, il faut toujours aussi chercher ce qui n'est pas encore entré dans le canon. Que dissimule en fait le canon? Qu'est-ce qui figure comme fantôme dans la bibliothèque? Vous savez ce qu'on appelle les fantômes? Ce sont des bouts d'objets qui, dans les bibliothèques, représentent des livres qui soit ont été empruntés ou soit sont absents d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle un fantôme. Et je trouve cette idée très belle parce que cela veut dire qu'une bibliothèque, aussi encyclopédique soit-elle, est toujours incomplète parce qu'elle vit aussi avec l'envers d'une autre bibliothèque. Dans la plus secrète mémoire des hommes, il y a cette phrase-là qui est dite par Djigan Latefaï, où il dit que finalement peut-être que la vraie histoire de la littérature, c'est celle des livres qui ont été oubliés. C'est celle des livres qu'on n'a pas retenus. C'est celle des livres qui, pour une raison ou pour une autre, ne nous sont pas parvenus. Donc je pense que quand on est un lecteur, il y a la bibliothèque qu'on voit, mais il y a aussi celle qu'on pourrait lire, mais que pour une raison ou une autre, on ne peut pas lire. Et un exercice très simple est toujours de prendre un auteur qu'on ne connaît pas, qui est peut-être dans cette bibliothèque, et de découvrir derrière cet auteur-là toute une histoire, tout un univers. Celui de l'auteur, mais aussi celui du contexte, de ses contemporains, de ses ennemis, de ses amis, de gens avec qui il a été en relation, mais qui n'ont pas eu la chance ou le talent ou quelque autre qualité pour apparaître dans la bibliothèque la plus officielle. Donc, lire, c'est aussi lire ce qu'on ne voit pas, d'une certaine façon. La question des grands récits n'est pas très éloignée, parce qu'en effet, il y a un certain canon du grand récit, du récit qu'on veut entendre, ou celui qu'on impose selon la puissance médiatique, selon le pouvoir qu'on a de domination, qu'on impose. Et dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir ce que des récits de vie minuscules sont en mesure de créer comme trouble dans ce grand récit-là. Dans Silence du cœur, il y a en effet ce poète, Giuseppe Fantini, qui arrête d'écrire pour tout un ensemble de raisons, mais l'une d'elles est qu'il avait l'impression que tout le monde voulait écrire et répéter la même chose. Et que c'était finalement devenu presque une mode de vouloir écrire et de raconter la même chose. Et d'un coup, il y a ces migrants qui arrivent, ces ragazzi qui arrivent dans ce village et qui se mettent à raconter leurs histoires, avec en effet leurs failles, leurs silences, leurs hésitations, parfois leurs inventions, mais qui font des petits récits, qui font qu'on n'est plus là en présence du grand récit de la migration, qui ne s'opérerait que sous le mode pathétique, mais simplement d'hommes et de femmes qui ont des visages et qui ont chacun un petit récit à apporter. Et soudain, Giuseppe Fantini se rend compte qu'en réalité, d'abord, il y a des récits qui ne sont pas toujours écrits, qui sont donc oraux, qui sont dits, et peut-être qu'à l'origine, c'est même pas peut-être, c'est sûr, à l'origine, tout récit est un récit oral. Et dit, donc, Giuseppe Fantini se rend compte qu'il y a ces récits-là qui arrivent, qui sont peut-être minuscules, mais qui d'un coup redonnent un sens à l'idée qu'il se faisait du récit, et peut-être même à l'idée qu'il se faisait de la poésie et de la littérature. Et au fond, ceux qui ont lu le roman le voient, c'est parce qu'ils rencontrent ces récits-là qu'il est réactivé comme écrivain, et qu'il sort de la fatigue ou de l'épuisement en face du grand récit, dans lequel il y avait un récit littéraire aussi, qui l'épuisait, qui le fatiguait, qui l'agaçait, et qui finalement l'avait conduit à une sorte de sécheresse ou à la décision de ne plus écrire. Les petits récits
apporte ça. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, nous avons vraiment, vraiment besoin de plus en plus de petits récits en face des grands récits qui nous sont imposés. Dans le texte de Chamoiseau que tu cites, je pense qu'il y a ce passage-là parce qu'il décrit l'idée, il décrit le phénomène qui transforme un grand récit qui aurait été d'abord cosmique, l'addition de tous les petits récits, qui crée un récit humain, à un grand récit dont le sens aujourd'hui est celui simplement d'une miniaturisation, d'une réduction du monde qui ne prend plus en compte les autres formes de récits, surtout quand elles viennent de figures minoritaires, minorisées, dominées. Comme si nous sommes dans un monde qui a besoin de grands récits, non pas au sens de récits cosmiques qui englobent, mais de grands récits au sens de récits de puissance, de récits de brutalité, de récits de violence qui s'imposent parce qu'ils écrasent les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'entendre les voix de ragazzi, les voix de personnes minorisées, de voix de personnes qui ont été invisibilisées, silenciées, etc., etc. Parce que c'est elles, finalement, qui font le cœur du grand récit humain que l'on cherche et qu'on veut entendre aujourd'hui. Je suis bien consciente que je devrais peut-être passer la parole à la salle, même si j'aimerais bien en fait continuer cette discussion en fait autour de l'heure, surtout parce que nous voilà en fait on se disait tout à l'heure que ce nouveau texte de Chamoiseau, je ne sais pas si voilà si vous l'avez lu, mais c'est vrai qu'il lutte vraiment en fait entre cette volonté au début en fait de la trajectoire de ces simples récits qui se réunissent dans ce grand récit qui essaye de comprendre la vérité, le réel, mais qui fait que voilà en fait ça referme les discussions, les conversations, les récits dans un seul histoire linéaire qui ne fait que se réaffirmer à l'exclusion des autres récits, en fait, d'après ce que moi j'ai compris en tout cas. Mais peut-être que je pourrais peut-être passer la parole à la salle pour vous donner l'occasion, je ne sais pas, de poser des questions, d'offrir des réflexions, soit en français ou en anglais. Et comme ça, on peut continuer un petit peu avec vos voix et la voix de Mohamed et non pas la mienne. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions de la salle pour Mohamed Mougassar? Toujours un moment un peu gênant. Léna. Sure. Did you have any hang-ups about accepting a role for French institutions such as the University? What was your thought process about choosing not to accept and to role? Je n'ai pas tout bien entendu. J'ai compris, mais je n'ai pas entendu, en fait, c'est le volume. Oui, vas-y. Non, mais en fait, est-ce qu'il y avait des... C'était quoi la complexité, en fait, de recevoir, d'être récompensé, en fait, par le prix Goncourt? Est-ce qu'il y avait des complexités, des difficultés après? Par une institution française. Par une institution française Non. Non. Alors, la plus secrète mémoire des hommes, une partie de ce livre, bien sûr, est une critique assez jubilatoire de l'institution littéraire française et de la manière dont, dans cette institution, il y a toujours des rapports de pouvoir qui sont directement hérités de l'histoire coloniale et qui font que quand on est un écrivain dit francophone, c'est-à-dire cet adjectif n'étant appliqué qu'à des locuteurs du français mais qui ne sont pas français de nationalité, il peut y avoir un traitement différent
parce que les catégories sont vite établies, parce que la réception n'est pas la même, parce que très vite les assignations arrivent. Donc le livre, une partie du livre se moque beaucoup de ça, et génère aussi un peu de la question des prix littéraires. Je reçois le prix littéraire, bon, le plus important de ce pays. Bien évidemment, j'ai conscience de plusieurs choses. La première, c'est que les livres ne sont pas des objets inanimés. Lorsque vous déposez une part de votre cœur, de votre âme, de votre ironie, de votre rire dans un livre, il faut s'attendre à ce qu'il vive, et comme retour, il se moque aussi un peu de vous, donc il vous joue des tours. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce livre, mais c'était très bien, parce que ça venait vraiment confirmer une idée que j'avais, qui était que les livres étaient des objets très puissants et vivants. La deuxième chose, c'était la conscience du fait qu'il se pourrait qu'il y ait eu un malentendu dans la réception de ce livre. C'est possible. Que certains... Mais je l'ai vu d'ailleurs, mais ce malentendu prend plusieurs formes. Certains pensant qu'en fait c'est une excellente chose qu'on le donne à un auteur africain, relativement jeune, noir, que c'était une bonne chose, que politiquement c'était bien, que symboliquement c'était bien. Certains qui ont pensé, mais je l'ai vu, entendu, lu, que au contraire c'était pas une très bonne chose. Certains considéraient que c'était une faveur qui était faite, d'autres que ce n'était pas une faveur, certains que c'était mérité, d'autres que c'était de la pure politique, que c'était juste pour satisfaire à une sorte de quota. Tout ça se mêle dans le débat parce que d'un coup s'introduit dans l'institution littéraire une voix qui est différente, qui se moque d'elle, mais qui en même temps fait preuve d'une sorte fait preuve d'une ironie, mais en étant aussi à l'intérieur de cette institution. Donc ça crée beaucoup de choses, de conversations, mais globalement, ça n'a eu aucune forme d'incidence pour moi. J'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées à ce sujet. J'ai fait face à tout un ensemble aussi de polémiques qu'il peut y avoir ici, mais aussi dans mon pays d'origine, parce que ça, c'est la partie qui est aussi qui est incluse dans le débat, parce que étant sénégalais et obtenant ce prix-là, forcément, il y a une forme de suspicion qui peut avoir lieu dans mon pays d'origine. De joie aussi, pas uniquement de la suspicion, mais de joie aussi. Mais aussi l'idée de, mais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce prix-là? Est-ce qu'il a vendu son âme? Est-ce que, etc., etc. Tout ça est mêlé, mais ce qui est drôle, c'est que tout ça, c'est l'objet même du roman. C'est le sujet même du roman. Donc j'ai eu l'impression que le roman proliférait dans le réel, mais que c'était aussi le signe très ambigu que soit il était réussi, soit il était raté. Mais dans les deux cas, il a produit un effet très, très, très étrange dans sa réception. Mais bon, il n'y a pas eu de complexité, hormis celle parfois de certaines polémiques, mais c'est plutôt au Sénégal. Et c'est moins lié à ce livre-là directement au livre précédent qui s'appelait De purs hommes. Voilà. Il y a d'autres questions? Test. Ah, ça marche. Bonsoir, merci pour votre venue. Je suis curieux. La maison d'édition Présence africaine que vous êtes parti a une histoire fascinante dans les années 60 là, quand la fondateur Diop a aidé le gouvernement de Senghor, ou le régime de Senghor, que quelques gens disent. Il a aidé ce gouvernement-là de faire un festival en 1966. Mais il y avait des gens qui ont boycotté, qui ont dit traité comme néocolonialiste, trop conservateur.
Et ils ont préféré d'aller dans notre festival en Algérie. Et je suis curieux de savoir votre avis là sur toute cette histoire, spécialement avec le nouveau gouvernement de PASTEF qui est maintenant au pouvoir au Sénégal, s'il y a un changement. Et je suis curieux. Alors oui, c'est une question très large, mais très intéressante, en effet. C'est que très vite, après la fondation de Plaisance africaine, il y a des mouvements plus radicaux qui émergent. Mais ça, c'est normal. Dans toute forme de lutte, c'est qu'il y a toujours plus radical que vous qui va se mettre en place. Et je trouve que toutes les formes de lutte sont intéressantes, sont importantes. Je trouve que Dakar 1966, qui est donc le moment du premier festival mondial des arts nègres, est un moment extrêmement important, tout aussi important que le festival d'Alger qui a eu lieu 3 ans après, il me semble. Les gens qui avaient boycotté Dakar 66, certaines personnes sont allées en effet au festival d'Alger, mais je trouve que leur critique n'invalide pas l'importance de Dakar 66. C'est que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est aussi presque une manifestation, mais très concrète, de 30 ans de théorie esthétique, politique de la négritude. D'un coup, on voit ce qu'est la négritude, ce que ça pourrait être concrètement par des arts, par des expositions, par des pièces de théâtre, et par l'invitation d'un certain nombre d'artistes africains, mais aussi non africains, c'est-à-dire, par exemple, américains. Et je trouve que pour un pays dont le président avait passé 30 ans à théoriser, c'était important que les gens voient concrètement ce que ça pouvait être. Après que Senghor ait été très francophile, c'est évident. On voit qu'à ce festival, c'est Malraux qui fait l'un des discours, André Malraux, qui est le grand, qui fait ce discours qui est assez mémorable d'ailleurs, qui le fait. Donc on peut évidemment critiquer ça, le côté très francophile, mais ça n'invalide pas le fait que c'était un festival extraordinairement africain et qui a posé des questions africaines où des gens qui ont lutté pour une émancipation du continent africain ont été récompensés ou reconnus. Cheikh Anta Diop, par exemple, qui n'était pas du tout un ami de Senghor, a été récompensé à ce moment-là. Ousmane Sembène, qui n'était pas un ami de Senghor et de son gouvernement, a aussi été récompensé et reconnu à ce moment-là, et ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il y a eu le festival d'Alger, où en effet la question était beaucoup plus frontalement politique, combative, anticoloniale, panafricaniste. C'est là que cette dimension panafricaine a été plus mise en avant. Elle était déjà présente à Dakar en 1966, mais ce n'était pas le mot qu'on faisait comme ça émerger. On parlait plutôt de négritude. En 1969, on va plutôt mettre en avant le panafricanisme. Je ne pense pas que ce soit deux mouvements opposés. C'est simplement des expressions très différentes dans leur modalité et leur intensité, je pense, d'une même lutte. Mais ça, j'ai toujours considéré, moi, que c'était intéressant que dans une lutte, parfois commune, il y ait des radicalités successives et qu'il y ait parfois des ailes plus radicales que d'autres. C'est comme ça que les choses avancent. Le gouvernement sénégalais actuel, s'il fallait le rattacher à un événement, serait bien sûr plus rattaché à Alger. Parce que leur leader se réclame plus directement, plus volontiers, j'ai l'impression en tout cas, de Cheikh Anta Diop ou de Fanon, plus que de Senghor. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Ils viennent juste de commencer, mais ils ont en tout cas un désir de rupture politique sur des questions néocoloniales, de souveraineté monétaire, d'indépendance vis-à-vis, par exemple, la question des bases militaires, etc., françaises ou occidentales. Voilà, il y a tout un programme qui est là. On va maintenant voir comment ça
Ça se passe. Mais en tout cas, il y a la volonté d'un changement. Est-ce qu'il y a changement encore? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire au Sénégal en tout cas. Alors, une question qui se basait sur une question de temps qui partait de l'histoire. Moi, je veux revenir sur la question de la jeunesse et tout ce qui se disait aussi par rapport à la vitalité. Et vous demandez, vous avez dit que vous êtes toujours à la recherche de lecteurs et de réponses de lecture. Et je me demandais, est-ce que les jeunes que vous avez l'occasion de rencontrer en France et au Sénégal, en Afrique plus généralement, est-ce qu'ils vous posent les mêmes questions ou est-ce qu'ils vous posent des questions très différentes? Et quelles sont les questions qui vous pose la jeunesse en France et au Sénégal, par exemple? Alors, ce sont des questions assez différentes, mais qui expriment, je crois, un même souci de trouver des solutions. Parce que je crois qu'il y a une grande partie des jeunesses du monde qui est, c'est pas nouveau, on le sait, qui est assez angoissée par le monde dans lequel elles vivent, par les projections du monde, par ce qui va arriver dans les prochaines 20, 30 années. C'est assez angoissant, pour toutes les raisons qu'on voit déjà aujourd'hui, qu'elles soient politiques, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sociales. Il y a cette forme d'angoisse-là. Et donc, le point commun que je pourrais trouver dans les questions, c'est vraiment que faire. D'abord, vieille question de Lénine, n'est-ce pas? Et puis, il y a cette question de la littérature. C'est vraiment la question de Patrick Chamoiseau. Que peut la littérature quand elle ne peut? Donc il y a presque le constat d'une littérature ou de l'art qui aurait très peu de moyens dans le monde aujourd'hui, et pourtant une sorte de foi toujours accordée aux artistes et aux œuvres pour apporter des réponses, donner des pistes, pour parfois consoler, pour parfois donner des... Voilà, apporter une sorte de réconfort, pour ouvrir d'autres espaces d'imaginaire, pour ne pas céder sur le champ poétique, garder des questions, une sensibilité poétique dans le monde d'aujourd'hui. Ça, je le vois, je l'entends beaucoup, une sorte de, presque de, oui, de demande d'un engagement beaucoup plus fort, mais qui se fait par l'acte poétique, par le geste poétique. Et me frappe toujours aujourd'hui cette forme de paradoxe entre, dans une époque où on a l'impression, on le dit comme ça, c'est un lieu commun presque, dire que les jeunes ne lisent plus. Bon, faudrait voir, ça dépend. Et de l'autre côté, une sorte de soif que je vois tout de même, d'une parole ou d'une représentation poétique qui viennent troubler un ordre très très violent et très anxiogène du monde aujourd'hui. Et ça, je le constate aussi bien ici en France qu'au Sénégal. Ça s'exprime différemment, parfois c'est plus localisé, parfois c'est une angoisse plus globale, mais globalement, c'est le sentiment que il faut faire quelque chose, que les écrivains, les artistes peuvent faire quelque chose, et qu'il faut qu'ils soient un peu plus engagés, qu'ils prennent plus la parole, même si eux-mêmes, les artistes, ont l'impression parfois que leur parole ne sert à rien. Ça peut arriver. Mais la jeunesse y croit pour eux. Et ça, c'est très beau. Voilà, c'est une chose que j'ai pu constater. Et ça prend des formes très différentes, pas toujours dans le livre, mais même lire des choses, performer des choses, lire, voilà, être accompagné de musique. Ce sont des formes d'expression qui marchent extrêmement bien et qui attirent un public que je trouve heureusement de plus en plus jeune aujourd'hui. Voilà. Là, il y a deux questions. On va prendre les deux questions et après, on va continuer un verre. Et on commence. Bonjour. Moi, j'avais une question sur votre processus créatif. Je vous ai entendu dire dans une interview que vous écriviez sans plan. Déjà, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, si oui, qu'est-ce qui vous vient
en premier? Est-ce que c'est des voix que vous avez envie de faire entendre? Est-ce que c'est, je sais pas, des sensations que vous avez envie de partager, des personnages ou directement une histoire qui vous vient? Qu'est-ce qui vient en premier? Quelle est la pierre en vous? Oui, oui, bon, c'est vrai, hein, je n'ai pas menti. J'écris sans plan, en effet, parce que je suis incapable d'écrire à partir d'un plan. J'ai essayé, hein, mais ça n'a pas marché, ça ne fonctionne pas. Ça me bride plus qu'autre chose, et j'ai l'impression qu'il faut presque obéir à un chemin de fer déjà préparé, et que la surprise se perd, et que le sentiment même d'être dans l'inconnu se perd. Or, la question de l'inconnu est fondamentale pour moi dans l'écriture. Je ne veux pas savoir ce que j'ai à écrire avant de l'avoir écrit. Même si c'est juste une forme de structure, je ne veux pas le savoir. Parce que je crois au chaos comme principe créateur. Parce que je crois que, et là, la plupart des religions sont d'accord avec moi, en tout cas des religions dites révélées, la création, le moment où le monde se crée, est un moment qui n'est pas toujours ordonné au départ. Pour prendre l'exemple de la Bible, au moment où Fiat Lux retentit, il y a d'abord une sorte de chaos. Et mon hypothèse à ce sujet a toujours été qu'il n'y aurait pas eu de Fiat Lux sans chaos. Et donc c'est le chaos qui doit guider la création. Et c'est pour cela que je ne fais pas de plan. Aussi, et puis ça me convient globalement mieux. Ce qui me vient en premier, c'est un ensemble de choses. C'est un personnage, donc une voix, et donc petit à petit une scène. Un personnage ne vient jamais isolé. Il vient toujours pris dans un réseau de relations qui est déjà institué, mais qu'il faut découvrir. Il y a eu une phrase célèbre de Paul Valéry qui se moquait du roman de façon un peu ironique en disant que pour lui le problème du roman c'est de décrire une phrase comme la marquise sortie à 5 heures. Parce qu'il se dit pourquoi est-ce que la marquise sort à 5 heures et pas à 6 heures et pas à 7 heures, etc. etc. Il y a un autre écrivain des années plus tard qui s'appelle Julien Gracq qui a répondu à cette phrase. Il dit en fait, bien sûr, la marquise sort à 5 heures est une phrase ridicule lorsqu'on l'écrit comme ça. Mais, une fois qu'on écrit la marquise sortie à 5 heures, il y a tout un monde qui se crée autour de la marquise. Parce qu'il faut se demander où elle va, d'où elle vient, qui elle va rencontrer, ce qu'elle va faire. Et toutes ces questions-là structurent déjà un récit. Donc, quand un personnage m'apparaît, je sais déjà qu'il est en relation avec un autre personnage ou qu'il est dans une situation qui est déjà presque constituée, mais qu'il faut maintenant que j'écrive. Ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est que votre personnage ait une question. C'est que mon personnage ait une question de départ. Il me faut un personnage, une question, et à partir de là, une première scène s'écrit, qui devient une scène primordiale, qui n'est pas chronologiquement la première, mais qui est symboliquement ou structurellement la première du roman. Voilà. J'écris donc à partir des personnages, et ensuite je crois que même, par leurs questions et les actions qui suivent, ou leur tentative de commencer à répondre à ces questions, font structure eux-mêmes. Donc je crois beaucoup à l'idée du chaos qui génère une scène qui elle-même commence à faire structure. Tout cela semble très abstrait, mais dans mon travail, c'est très très concret et ça me permet d'écrire aussi comme on se lance dans une vraie aventure. Voilà. Je pense que si on avait peur de se lancer dans des aventures parce qu'on ne sait pas ce qu'elles nous réservent, il n'y aurait pas d'aventure, tout simplement. Et pour moi, ça a cette fonction-là. Mais ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps avant d'écrire à laisser les choses tourner dans sa tête, à laisser un personnage ou la voix d'un personnage tourner dans sa tête.
avant de... C'est l'éprouver. C'est voir si cette voie tient, ou si c'est juste une sorte de passade comme ça, voir si elle tient, si elle s'intensifie, ou si elle se précise. Et à un moment, bah, elle sort. Et quand elle sort, vous êtes étonné de découvrir qu'elle est déjà assez mûre. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette image d'un carrefour d'identité et la liberté que ça peut offrir. Et je me posais la question, est-ce que vous sentiez un moment un peu plus bloqué par la question de vivre entre les identités et comment vous avez... vous êtes sorti de ce blocage. Je me pose cette question parce que je suis écrivaine et parfois je me sens assez bloquée par ces questions au lieu de vraiment voir la liberté ou les possibilités que je peux trouver entre les cultures différentes et vivre un peu entre les mondes. Oui, bon, ce sont des questions c'est une question très difficile parce que la résolution ne peut être que très personnelle. Il n'y a aucun système qui puisse à un moment donné vous faire prendre conscience très fortement que voilà, en fait, c'est une extraordinaire richesse. Ce sont souvent des événements, des éléments. Bien sûr, je me suis retrouvé dans cette question-là à un moment donné, surtout quand j'ai commencé à écrire en français et que je me suis dit, bon, peut-être que là, tu es en train de basculer dans un système culturel qui n'est pas nécessairement ton système d'origine. Mais à ce moment-là, je me suis dit que ce qui provoquait l'angoisse d'être entre deux espaces, c'est de se dire qu'on est en train de perdre son espace original ou premier, en tout cas une partie de cet espace-là. En ce qui me concerne, quand j'ai fait cet examen de conscience-là, je me suis dit qu'en réalité, non. Que je n'étais pas en train de perdre, par exemple, ma part sénégalaise ou sérère, pour aller beaucoup plus loin. Et qu'en réalité, je savais très bien d'où je venais. Je le savais très très bien. Et je pense que c'est une question qu'il faut arriver à préciser. Savoir d'où l'on vient. Pas pour se rattacher à une sorte de mythe des origines, mais savoir vraiment ce qui vous a constitué comme l'artiste que vous tentez de devenir. Les récits que vous avez entendus, les voix qui vous racontaient ces récits, les moments qui ont été décisifs pour vous dans un basculement et qui vous ont poussé à écrire finalement ou à tenter de devenir écrivain. Tant que vous vous rappelez ces moments-là, je pense que vous savez que vous n'êtes pas perdu en réalité. Et je pense que être entre deux n'est angoissant que parce qu'on croit que c'est être perdu. Or, je crois que en faisant l'examen de conscience, en s'interrogeant, on se rend compte qu'on voit très bien qui on est. Et que d'où l'on vient, ou de quel espace, ou de quel, oui, espace, même symboliquement, pas forcément géographique, de quel espace on vient. Et je crois que c'est voilà, ça qui est le plus important. Dans la plus secrète mémoire des hommes, il y a un passage où je dis qu'en réalité, ce qui est le plus important pour un individu, c'est la question de son passé. C'est le futur angoisse beaucoup. Le futur angoisse beaucoup. Mais le passé, je crois, angoisse plus encore parce qu'on a l'impression que c'est lui qui nous détermine le plus fortement. Et une fois qu'on sait ce qu'a été, ce qu'est notre passé, la confrontation avec l'avenir est plus simple, même quand il se situe entre différents espaces et qu'il est éclaté. En réalité, nous sommes tous éclatés, tous tendus. Et c'est une illusion de croire qu'il y a quelqu'un au monde qui ne soit pas tendu entre plusieurs espaces, plusieurs identités, même plusieurs désirs. Quoi. Voilà. Mais bon, mais c'est un processus, hein, ça prend du temps, mais s'il y a une indication à donner, ce serait celle-là, de vous demander d'où vous venez. Pas comme lieu, mais plus comme voilà,
Oui, presque comme bibliothèque, comme espace symbolique, quoi, voilà, c'est ça. Je vais reprendre ça. Merci beaucoup. Je pense qu'elle a de conclure avec l'importance de l'hybridité, de l'interstice, de la polyvocalité. Le fait que là, en fait, dans presque tous les romans, ça commence un média res, donc au milieu d'une phrase, comme si en fait on y est directement, voilà, dans ce carrefour. Et donc voilà, donc peut-être pour vraiment conclure en fait cette belle conversation, dans une phrase, ou peut-être deux phrases, tu poses une question, en fait, on a écrit un recueil, enfin une critique autour en fait de l'œuvre de Mohamed, et dans cette œuvre, il y a un petit essai qui s'appelle La part de la critique, la part de critique. Et dans ce texte, tu poses la question, à qui lit-on? Et j'aimerais bien en fait savoir la réponse dans une petite phrase, et comme ça on peut conclure et on peut commenter. Sorry. Oui, oui, je crois que bon, le texte se terminait en effet sur cette question-là, qui était, je sais pas, pour qui lit-on ou à qui adresse-t-on sa lecture, globalement. La réponse sera toujours pour moi très simple. Je la posais parce que je trouvais que dire pour qui lit-on est toujours une question plus intéressante que pour qui écrit-on. Et je pense que on lit pour les autres lecteurs. C'est tout simple pour moi. On lit pas seulement pour soi, on lit pour les autres lecteurs. Les lecteurs du futur et les lecteurs du passé. Merci.